Bienvenue dans cette table ronde du Congrès mondial sur l'intelligence artificielle, qui va être consacrée à comment utiliser l'intelligence artificielle comme catalyseur d'innovation pour la transition énergétique. Et donc cette table ronde a été montée à l'initiative de Hydro-Québec pour aborder cet ensemble de domaines avec des chercheurs, des ingénieurs d'origines diverses qui vont se présenter eux-mêmes. Donc je vais donner d'abord la parole, on va procéder de façon circulaire. Et donc est-ce que vous pouvez... Alors, excusez-moi, d'abord, nous avons un co-animateur, Monsieur Chiquan, dont nous allons parler, qui va se présenter tout à l'heure. On va commencer quand même par notre première interlocutrice. Madame, s'il vous plaît. Bon, c'est Madame Fatima Amara, je suis chercheuse à Hydro-Québec. On travaille sur vraiment des projets liés à l'interaction entre les clients et le réseau électrique. J'ai fait mon doctorat à l'université de Trois-Rivières, où j'ai travaillé déjà aussi avec Hydro-Québec dans une chaire qui est liée sur la demande d'énergie ou la gestion de la demande d'énergie dans les bâtiments résidentiels. Puis j'ai travaillé aussi à l'université de Concordia, mais j'ai changé des bâtiments résidentiels vers les bâtiments commerciaux, toujours sur la gestion de la demande d'énergie. Puis j'ai essayé de me mettre en pratique dans les bâtiments CI, mais avec le laboratoire de recherche à Calumet Énergie. On essaie vraiment de voir comment on peut quantifier la flexibilité énergétique chez les clients. Ça veut dire en présence des ressources énergétiques distribuées, les véhicules électriques, les panneaux solaires, le stockage, pour utiliser cette flexibilité énergétique pour alléger le réseau d'Hydro-Québec en général. Donc voilà, j'ai commencé à travailler à Hydro-Québec depuis 2021 et là, aujourd'hui, je suis là pour changer avec vous mon expérience. Bonjour, c'est à mon tour. Moi, c'est Olivier Blais. Je suis cofondateur et chef de la science de la décision chez MoveAI. Donc, MoveAI, on est une compagnie de services en intelligence artificielle. On travaille avec, habituellement, ça va être avec des entreprises de moyenne et grande envergure. On travaille aussi avec des sociétés principalement municipales, mais aussi gouvernementales. Et je dirais que dans la vie, le but, c'est vraiment d'être capable de démocratiser l'intelligence artificielle. Donc, être capable de pouvoir utiliser la technologie pour aider et optimiser la prise de décision. Donc, je suis content d'être ici avec vous, de parler justement de comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans l'optimisation de certaines décisions quant au volet énergétique. Donc, puis, écoutez, je ne vais pas vendre aucun punch. Sinon, de mon côté, je suis aussi quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est la qualité. Donc, s'assurer qu'on livre des systèmes de haute qualité. Je me retrouve à travailler au sein des normes ISO pour justement m'assurer de développer des lignes directrices au niveau de l'évaluation de la qualité de systèmes d'intelligence artificielle. Donc, on va parler un peu de ce volet-là aussi aujourd'hui. Encore une fois, très content d'être ici. Merci. Mon nom, c'est Odile Noël. Je suis propriétaire de produits chez ILO dans l'équipe de données. Donc, chez ILO, on est une filiale d'Hydro-Québec. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment développer une solution de maison intelligente pour aider les clients d'Hydro-Québec à participer un peu plus activement sur le réseau, participer à des événements de gestion de la demande et aussi mieux gérer leur énergie. Donc, je suis dans cette équipe-là. Et puis, auparavant, j'ai travaillé là, dans une compagnie de gaz industriel dans gestion de la demande, donc vraiment dans un contexte beaucoup plus industriel. Puis, j'ai eu un parcours un peu varié avant de me rendre là, donc j'ai étudié en droit et en génie chimique. Voilà. Merci beaucoup. Omar, s'il vous plaît, in English. Don't follow, the translation will not be there. So. All right. Hi, I'm Omar Zaitoun. I'm a software team lead at Evlo. Evlo is a subsidiary of Hydro-Quebec where we build energy storage systems. And we believe our energy storage systems are going to be a big part of the electrification of our systems and on the future of the energy sector. Thank you. Okay, thank you. So, Arnaud. Okay. Moi, c'est Arnaud Zinflou, donc je suis chercheur à l'IREC, au Centre de recherche d'Hydro-Québec, dans l'unité Sciences de la donnée, calcul haute performance. Je ne pense pas que l'unité a changé de nom pour le moment, donc c'est toujours ça. Et puis, je travaille sur des projets, différents projets au niveau de la prévision de la demande avec certaines personnes. J'ai la chance de travailler avec certaines personnes qui sont dans l'auditoire. Et aussi sur des projets plus au niveau de la vision, donc détection de défauts dans les structures souterraines
Et puis on aura l'occasion de parler, Olivier parlait de qualité, on aura l'occasion de parler de qualité, d'explicabilité et de confiance, qui est un des sujets au niveau de l'IA. C'est ça. Et c'est vrai, j'oubliais, je suis content d'être là aussi. Benoît, à vous. Bonjour, mon nom est Benoît Boulay, je suis professeur de génie électrique à l'Université McGill. Je suis aussi vice-principal adjoint innovation et partenariat là-bas. Puis je dirige un laboratoire qui s'appelle Intelligent Automation Lab, où on fait de la commande automatique depuis très longtemps, presque 25 ans. Mais depuis quelques années, on mêle aussi à ça l'intelligence artificielle pour aller chercher plus d'adaptabilité. Et toujours pour des projets sur la durabilité, par exemple, des projets de véhicules électriques, des projets de micro-réseaux, smart grid. Donc, je suis très content d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Donc, Patrick Gendros qui va co-animer avec moi. Patrick Gendros, je suis chef sciences des données, calcul haute performance à l'IREC, donc j'ai la chance d'avoir Arnaud, entre autres, dans mon équipe. J'ai une équipe constituée de chercheurs en intelligence artificielle, recherche opérationnelle, cybersécurité, calcul haute performance. Donc, il y a plusieurs sujets qu'on va aborder aujourd'hui qui sont au cœur de nos préoccupations scientifiques. Donc, content d'être parmi vous. Sinon, moi, historiquement, ça fait 20 ans bientôt que je suis à Hydro-Québec et depuis 4 ans à l'IREC. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, je me présente aussi. Je m'appelle donc Michel Vizeau pour Innovaxium, où je joue à peu près beaucoup de rôles. Je suis principalement conseiller scientifique et je suis là donc pour participer à l'animation de ces tables rondes et pour donc regarder comment effectivement utiliser l'intelligence artificielle pour catalyser l'innovation et je dirais lutter contre pour la transition énergétique, lutter contre le réchauffement climatique. Alors, comme on l'a vu d'ailleurs depuis le début de ce congrès, l'intelligence artificielle impacte un grand nombre de domaines, beaucoup de domaines théoriques, de domaines qui ont trait à la médecine, à la sociologie, et puis il y a des domaines qui sont beaucoup plus opérationnels en fait, qui sont directement, même pour le citoyen, qui ne sont pas perceptibles, même s'ils sont directement affectés eux-mêmes, touchés ou concernés du moins par un certain nombre d'activités qui sont menées par les industriels avec l'aide de l'intelligence artificielle et de plus en plus ils font appel à ce genre de système, je dirais, pour essayer d'améliorer leurs services, leur production, le transport, etc. Et donc ce sont des choses que nous allons aborder et notamment pour traiter le problème du bouquet énergétique avec, dans le Québec, une situation très particulière, parce que vous avez une abondance énergétique importante, mais si on regarde de façon un peu plus éloignée, même un peu plus au sud par rapport au Canada, que sont les États-Unis, ou en Europe, on a un mix énergétique complexe avec l'apparition de nouveaux acteurs, avec des énergies intermittentes, le vent et le soleil, des énergies, des micro-sources d'énergie. Il y a de plus en plus de gens qui font aussi bien avec le vent, le soleil, mais de temps en temps aussi avec simplement de l'eau, de l'énergie hydraulique. Ils arrivent à faire aussi de la production d'électricité en toute petite quantité répartie un peu partout. Et face à ce développement, je dirais, de ce réseau extrêmement diversifié, il y a en plus, bien entendu, un travail qui est fait sur l'isolation des bâtiments, qui est une source très importante de consommation d'énergie. Et on pense par exemple en France qu'on économiserait par exemple 30% d'énergie si on était capable vraiment d'isoler correctement les bâtiments. Et je ne parle pas de la maison intelligente encore ou de la maison positive. Donc voilà, nous allons aborder un peu toutes ces questions. Et est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider pour régler ces questions vers la transition énergétique et comment prendre en compte cette intelligence artificielle et est-ce qu'elle ne risque pas de nous entraîner de temps en temps dans des directions erronées, tout simplement. Donc, la première question, c'est sur ces questions liées à l'énergie, c'est en fait comment est-ce qu'on peut gérer dans une production ces différentes sources, ce mix énergétique avec des sources de production qui sont énormes
et puis des sources de production qui sont extrêmement réparties un peu partout à travers le territoire. Donc ici, c'est quoi? C'est au niveau de la planification? Au niveau de la planification, de la production, de la diversification des diverses sources. Alors, encore une fois, Patrick Jourdaud se connaît bien que on est au Québec, on est dans une chose très particulière par rapport au reste du monde. Le Congrès mondial, le Québec est vraiment un cas particulier. Mais déjà, parlons du Québec, de ce que vous vivez, vous, tous les jours. On verra après si on peut élargir. Donc, souvent, moi, ce que je vois le plus régulièrement dans mon travail, c'est... puis même, on parle au Québec, puis généralement, au Québec, c'est vrai que l'hydroélectricité est très, très, très important. Par contre, des fois, dans des cas industriels, souvent, on va se retrouver à être confronté avec du multi-énergie ou du bi-énergie, dans le sens que, par exemple, des fourneaux industriels ou des opérations industrielles nécessitent d'autres types d'énergie. Et là, rendu là, bien, on se retrouve dans des cas où les entreprises ne savent plus trop sur quel pied danser, quel type d'énergie utiliser à quel bon moment. Et en fait, souvent, ça va se retrouver à être des décisions qui vont être sous-optimisées. Donc, ici, déjà au niveau de l'intelligence artificielle, quelque chose qui est très utile, c'est déjà d'être capable de dire, bien, en planifiant, ça va être quoi les besoins énergétiques et c'est quoi le profil énergétique qui est le plus important, dans le fond, qui va être idéal dans la situation, déjà d'être capable de pouvoir optimiser leur utilisation. Aussi, on va voir une autre tendance qui est de plus en plus importante, qui est au niveau de la récupération de l'énergie. Souvent, on va voir ça avec des carburants fossiles où ils se retrouvent à avoir, par exemple, du carburant qui est non brûlé ou des fois, on appelle ça du gaz CO, par exemple. On peut voir des fois les minières, qu'on va voir les cheminées qui brûlent, là, les torcheurs. Donc, ça aussi, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser la façon qu'on récupère le carburant pour être capable de pouvoir de pouvoir aller chercher le plus d'énergie possible de la matière première qui va être brûlée ou du carburant qui va être déjà consommé. Donc, à ce niveau-là, déjà, on peut voir qu'il y a beaucoup de travail à faire pour être capable de pouvoir optimiser notre système. Puis au bout du compte, bien, ça permet d'optimiser les revenus des entreprises, en fait, d'optimiser les coûts des entreprises, parce que ça a un gros coût, le coût énergétique. Et on va être honnête aussi, puis tantôt, vous l'aviez bien dit, au niveau des gaz à effet de serre, d'être capable de pouvoir optimiser notre énergie, surtout quand on va se retrouver à le prendre en considération. Donc, dans le cas où, par exemple, on a une énergie qui est plus propre puis une énergie moins propre, qui vont amener un même retour, donc d'être capable de pouvoir préconiser l'énergie plus propre. Donc, les entreprises sont de plus en plus à même de vouloir prendre ça en considération dans leur choix également. Pour faire une petite histoire courte là, des outils qu'on utilise quand même beaucoup dans le domaine de la recherche opérationnelle actuellement chez Hydro-Québec depuis des décennies pour optimiser notre gestion de centrales hydroélectriques pour répondre à la demande. Donc, évidemment, on regarde ça pour l'ensemble de la province, mais en fait, on peut voir le réseau électrique puis les centres de production comme des poupées russes qui vont devenir de plus en plus complexes et de plus en plus empilés au fil des années. Là. Et les entreprises comme celle que tu parles, Olivier, c'est exactement la même situation. Fait que ma question est, ce qu'on observe à plus courte échelle, on observe que l'intelligence artificielle, le machine learning en particulier, va nous aider à prévoir, puis on a déjà des bénéfices, entre autres des projets sur lesquels Arnaud travaille, pour faire de la prévision de la demande à l'aide des compteurs intelligents. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va combiner tu as parlé d'optimiser tantôt. Comment est-ce qu'on, non seulement on prédit avec le machine learning, mais comment est-ce qu'on combine ça avec d'autres technologies comme la recherche opérationnelle pour optimiser nos décisions? Donc, dans le cas des industries avec lesquelles tu travailles, par exemple. C'est une très belle question. En fait, ce que j'ai remarqué, puis je vais faire une remarque un petit peu plus large, merci beaucoup, c'est que souvent, on pense à... C'est-tu de l'AI ou c'est pas de l'AI? Mais en fait, ça a plein de niveaux. Donc, le premier niveau, c'est d'être capable de pouvoir faire une prédiction. Par exemple, ici, on planifie on prévoit la demande. Donc, on se retrouve à faire une prédiction sur le niveau de la demande dans le futur. Mais après, si on veut l'utiliser puis vraiment exploiter cette prédiction-là, c'est là qu'on va tomber dans quelque chose qu'on va appeler de l'analytique prescriptive. Puis en fait, on parle de l'analytique, mais c'est vraiment plus un mode d'opération qui ne va pas juste
faire une prédiction, mais qui va dire, ben, je vais optimiser mon système en conséquence. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir dans des industries? Ça va être au niveau des opérations, de pouvoir planifier, ordonnancer les différentes opérations pour être capable de pouvoir maximiser ou minimiser l'énergie qui va être dépensée. Donc, encore une fois, si on reprend l'exemple de fourneau, d'être capable de dire, bien, mon fourneau, il va être utilisé de tel moment à tel autre moment. Comme ça, on va être capable de maximiser toute l'opération qui va être faite au niveau de ce fourneau-là, à cause que, par exemple, dans cette plage horaire, c'est où on dépense le moins d'énergie, donc on peut se permettre de dépenser plus d'énergie à ce moment-là. Donc, c'est là où on va se retrouver à utiliser la planification qu'on aura fait, donc les prévisions, comme une contrainte, avec d'autres contraintes, comme par exemple les contraintes sur c'est quoi mes taux que j'ai, par exemple, je peux dépenser combien de je peux dépenser combien de kilowattheures en énergie, par exemple, ce serait un exemple. C'est quoi mes contraintes au niveau de ma production qu'il faut que je fasse, etc., etc. Donc, on peut ajouter plusieurs contraintes et c'est comme ça qu'après ça, on va se retrouver à passer dans une solution qui va optimiser les opérations et non pas juste voir dans le futur à quel niveau on devrait dépenser de l'énergie. Est-ce que c'est facile de réguler l'énergie, la production d'énergie, justement? Est-ce que, en fait, là, on peut prévoir, alors il y a la prévision à court terme, par exemple. Est-ce qu'à court terme, vous êtes capable de faire des prévisions et d'adapter le niveau de production en fonction des différentes sources disponibles? Parce que là, on parle un peu de prévision à long terme ou à moyen terme. Mais là, du jour au lendemain, là, demain, tiens, il y a un coup de froid, poum, il va faire moins 20 degrés. Je pense qu'il va y avoir une petite augmentation de consommation d'énergie. Comment vous faites? Et est-ce que l'intelligence artificielle vous permet d'optimiser en fonction des travaux, des maintenances, de tout ce que vous êtes en train de faire, dire voilà, c'est là qu'on va, c'est avec ça qu'on va faire, et on va allumer tel truc ou tel système ou tel autre, on va ralentir celui-là, augmenter un autre, etc. Ah ben c'est à qui? Je parle au panel, moi je parle à vous toutes et à tous. Je vais peut-être la prendre celle-là. Est-ce que la réponse simple, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre d'aider? La réponse simple, c'est oui. Est-ce que c'est le seul outil qui va permettre de le faire? C'est probablement non. En fait, c'est une combinaison d'outils qui va permettre de le faire. Une des difficultés en fait qu'il va y avoir aussi au niveau de la prévision, il y a différents niveaux de prévision. Il y a la prévision à court terme, comme vous avez parlé. Court terme, c'est-à-dire de quelques heures à quelques jours. Il y a la prévision à moyen terme, semaine à quelques mois, plus pour les opérations de maintenance. Et il y a différentes équipes en fait à Hydro-Québec qui travaillent là-dedans, là, je vais regarder Pierre, par exemple, pour la prévision au niveau du parquet, pour les marchés voisins, pour les prochaines 24-48 heures. Il y a la prévision aussi pour les marchés internes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle devrait être vue comme un outil supplémentaire. Ce n'est pas là pour forcément remplacer les autres outils, mais un outil supplémentaire qui va s'ajouter à la boîte à outils que Hydro-Québec ou d'autres compagnies peuvent utiliser, en fait, pour améliorer le service qui va être fourni aux clients ultimes, donc vous et moi. Et puis pour s'assurer aussi de la stabilité du réseau. Parce qu'une des choses qui est importante de voir, c'est que, je vais sûrement étonner personne, Hydro-Québec n'est pas ici pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire de l'intelligence artificielle. Hydro-Québec veut utiliser l'intelligence artificielle pour fournir un service, le meilleur service possible, de l'énergie fiable et renouvelable, si possible, aux clients. Donc, tous les outils qui sont à la disposition de la compagnie pour le faire seront utilisés, en fait, pour ça, dans l'intelligence artificielle. Puis je rajouterais dans le contexte, effectivement, où nos bilans en puissance et en énergie s'en vont de plus en plus en rétrécissant, le réseau se complexifie, je pense, comme tu l'as dit tantôt, Michel. Donc, effectivement, on se retrouve à être de plus en plus dans une situation où on doit tirer profit de la transition numérique et des nouveaux outils comme l'intelligence artificielle, le machine learning, mais effectivement, c'est en combinaison avec d'autres outils, comme Arnaud l'a mentionné. Il y a certains problèmes que présentement, nous ne voyons pas nécessairement l'intelligence artificielle comme étant ce qui va régler notre problème. Par contre, dans d'autres situations, ça a déjà outrepassé largement des outils conventionnels qu'on utilisait auparavant. Donc, il y a peut-être une autre chose aussi qu'il faut ajouter, c'est que de plus en plus, on se retrouve avec des nouvelles sources de données. Je pense à la conférence de ce matin, il présentait qu'il y avait les données disponibles étaient de plus en plus volumineuses de différents types. Mais ce volume, c'est pas parce qu'on a plus de données qu'on va forcément prendre de meilleures décisions. Parce que ces données, il faut s'assurer de la fiabilité de ces données, il faut s'assurer que
que les données qu'on va utiliser vont servir à quelque chose. On ne met pas des données juste pour avoir des données. Et ça, c'est quand même un travail important aussi, tout ce qui est la préparation des données pour que ce soit utile dans un système, que ce soit un système statistique ou un système d'intelligence artificielle. Puis quelque chose que j'ai bien aimé dans l'intervention qu'Olivier montrait, c'est que souvent quand on vous parle d'intelligence artificielle, en tout cas, moi je vais dire moi, pas forcément les autres, mais on en a dans la tête Terminator avec Skynet qui va dominer le monde. Mais des fois, c'est juste une régression linéaire qui peut faire l'affaire. Une régression logistique aussi peut faire l'affaire. Donc, il y a différents niveaux d'intelligence artificielle qui peuvent être utilisés pour fournir un service additionnel, en fait. Pour optimiser les actions. Alors, on avait une question qui était un peu naïve et qui s'adressait principalement à Odile et à Fatima. C'est la question pour les dames. Est-ce que, dans le cas très particulier de la situation, encore une fois, du Québec, avec cette abondance énergétique actuelle, est-ce que cette abondance est contradictoire avec l'idée de sobriété qui, d'une façon générale, est obligatoire si on veut aller vers une transition énergétique et, je dirais, un combat contre le réchauffement climatique et l'utilisation de toutes les énergies, dont l'énergie fossile. Et même si l'énergie hydraulique, à mon sens, est renouvelable, elle n'est quand même pas infinie. Et le réchauffement climatique peut avoir une conséquence très directe sur sa disponibilité à un moment ou à un autre. Donc voilà un peu la question que je vais vous poser. Et éventuellement, en parallèle, bien sûr, puisque nous sommes dans un congrès sur l'intelligence artificielle, même si dans la table précédente, on a dit qu'il manquait le mot intelligence artificielle, ça c'est un autre problème. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider, justement, à inciter la sobriété? Oui. Bien, je trouve pas que c'est une question naïve du tout, là. Je pense que c'est une question très existentielle qu'on devrait se poser quand même souvent. En fait, chez ILO, on parlait de prédire la demande, mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est une étape plus loin, c'est d'aller la contrôler. Donc, l'idée, c'est avec des thermostats qui sont chez les gens, bientôt les bornes de recharge électrique, c'est d'être capable de dire, bon, il y a un moment où il y a une forte demande sur le réseau, et puis de mettre à contribution tous les consommateurs d'Hydro-Québec, bon, qui ont la solution, mais un jour, tous les consommateurs d'Hydro-Québec, pour réduire juste légèrement leur consommation de façon quasi imperceptible pour eux chez eux, donc de 1 ou 2 degrés ou 3 degrés chez eux. Et puis, de cette façon-là, venir jouer le rôle un peu d'une centrale virtuelle qui vient pas générer de l'électricité, mais générer de l'effacement sur le réseau. Donc, je pense que plus loin que la prévision de la demande, le contrôle de la demande, c'est encore plus intéressant. Mais d'un point de vue de l'abondance, c'est sûr que pour nous, un défi, c'est que, bon, on est au Québec, on est chanceux, on a une électricité qui est très propre et en abondance, mais reste qu'elle a une valeur énorme d'un point de vue mondial. Et puis, c'est comment est-ce qu'on arrive à rentrer ça dans le quotidien des gens, puis de leur faire réaliser à quel point ce qu'ils ont chez eux est valable, de la valeur. Donc, nous, on a deux axes un peu à notre intelligence, à nos projets d'intelligence. C'est d'un côté, bien, tout ce qui est contrôle, comment est-ce qu'on fait pour bien contrôler, comment est-ce qu'on fait pour optimiser justement notre boucle de contrôle pour être capable de vraiment faire de l'effacement qui se tient. Mais d'un autre côté aussi, aller donner des informations aux utilisateurs en temps réel sur leur utilisation, leur dire, bon, ben aujourd'hui, tu utilises un peu trop de tel équipement, est-ce que tu étais au courant que, bon, hier, tu as fait telle action, ça représente tant d'énergie, cette énergie-là, elle peut être utilisée ailleurs pour faire d'autres choses. Donc, c'est vraiment d'aller automatiser et personnaliser ces informations-là pour que les gens aient ça dans leur tête à tous les jours, mais aussi peut-être que c'est pas tout le monde qui veut avoir ça dans leur tête à tous les jours. Donc, c'est d'aller justement une étape plus loin puis d'automatiser certaines habitudes pour eux pour justement réduire leur consommation sans qu'ils aient à y penser. Donc, c'est un peu ça le projet. En fait, pour la question, on a besoin toujours de la prévision pour anticiper. Mais pourquoi on veut anticiper? Parce qu'on veut planifier notre consommation, que ce soit pour le client, il veut gérer sa consommation et le réseau pareil, parce qu'on ne veut pas que le client consomme pendant les heures de pointe du réseau parce que ça va ajouter plus de stress, surtout pendant l'heure de pointe. La question, c'est que comment l'intelligence artificielle peut aider à anticiper et prédire pour éviter justement la surconsommation qui va, par exemple, causer des problèmes de congestion sur le réseau et même le client.
si je me recule un petit peu et je mets l'analogie avec la médecine, je dis le client ne peut pas communiquer avec le réseau. Je dis, hey, moi, je peux... par exemple, j'ai acheté un four électrique, donc comment je peux les déplacer? Ça, le client est hyper communicant avec le réseau. C'est la même chose avec un patient. Un patient, ce qu'il fait, un patient, quand il est malade, il va chez un médecin, il explique sa situation et il est malade. Et le médecin, il comprend ça, il lui diagnostique des médicaments. Mais il a transmis sa maladie, il peut s'exprimer. Mais si je prends cette analogie pour le bâtiment ne peut pas s'exprimer. Mais les données qu'on récupère des compteurs intelligents, on peut les faire parler par l'intelligence artificielle pour le réseau puisse donner des consignes sur l'utilisateur. Tiens, à partir de ta consommation, on voit que peut-être tu as une mal isolation, ta maison est mal isolée, ou tu consommes plus, ou tu as peut-être des personnes frileuses dans ton appartement, essaye de réduire. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui peut aider à parler. Les données, c'est important, mais comment l'utiliser avec les bonnes méthodes de l'intelligence artificielle pour qu'on puisse gérer et anticiper. Donc, je vois que l'intelligence artificielle, ça aide beaucoup de gérer notre demande, de nous donner une idée plus claire de notre consommation. Des fois, les clients, surtout les clients résidentiels, ne le comprennent pas par rapport à un client commercial ou industriel parce qu'ils payent plus cher leur facture par rapport à un client résidentiel. Et ça donne aussi plus flexibilité que le réseau va interagir avec le client. C'est un moyen de communication entre le client et le résident. C'est pour ça que je fais toujours l'analogie entre la consommation d'énergie, le bâtiment et comme la médecine. Donc le client, un patient, il peut communiquer avec le médecin, mais le bâtiment non. Par contre, avec l'intelligence artificielle, les techniques qu'on peut utiliser, ça aide à faire parler les données de consommation. Donc, je vois que, oui, tout ce qu'on récupère du réseau, de la production, transport, distribution, jusqu'à client, c'est un ensemble des signaux qui vont aider à répondre à un besoin. Ce besoin est entouré centré surtout sur le client. Donc, on a besoin de faire cette interaction entre le réseau électrique et le consommateur final à l'aide des techniques de l'intelligence artificielle. J'ai envie de compléter un peu ce que tu dis, Fatima, juste pour imager présentement le réseau de la façon qu'il est constitué. Lorsque, typiquement, vous partez votre sécheuse, il y a un groupe turbine alternateur à la Grande, Manic, qui change un peu son régime pour répondre à la demande supplémentaire. Dans une situation où on aurait, puis par exemple en plein hiver, lorsqu'il fait moins 38, ben là, dans une situation telle que les deux dames nous ont expliqué, ben en fait, là, ça sera vous qui allez peut-être justement fournir ce mégawatt-là finalement en effaçant une partie de votre chauffage ou en effaçant une partie de votre consommation d'électricité sans jouer dans votre confort. Donc, ben, tout ça, ça se fait pas par magie. Ça va demander des algorithmes prévisionnels et des algorithmes de prise de décision. Donc, alors, on a fait parler les bâtiments. On va essayer de faire parler la salle. Donc, on a le temps peut-être pour une ou deux questions sur cet aspect-là. Okay. Du coup, vous avez parlé pour la consommation d'énergie, utiliser l'intelligence artificielle pour justement aider les clients à gérer leur propre consommation en fonction de... Ce serait plus du coup une IHM en fait, voir l'interface, faire rencontrer au client sa gestion de l'énergie. Je trouve ça intéressant et dans le sens où je me demandais, le client, lui, il aura pour objectif de diminuer plus sa consommation dans l'esprit de faire des économies. Mais est-ce que, par exemple, ce serait possible de mettre en place, comme par exemple pour les entreprises qui consomment trop, une sorte de facture comment on appelle ça en France, c'est... pour l'empreinte carbone, les entreprises qui consomment trop doivent payer la taxe carbone. Pardon, oui, la taxe carbone. Et plutôt le transcrire à l'échelle individuelle pour les gens qui consomment trop entre guillemets, pour justement mieux répartir la consommation d'énergie et éviter les pertes inutiles. Enfin, c'est un peu une question ouverte, plus un axe de réflexion. Oui, on n'a pas vraiment le projet de charger plus, je pense, à qui que ce soit, mais on explore un peu différentes idées là, pour motiver les gens si, d'un point de vue financier, si le coût de l'énergie n'est pas assez pour les motiver à en sauver.
Donc, on essaie de rendre ça un peu plus ludique aussi, d'amener un aspect de compétition, un aspect de social aussi, de pouvoir comme se comparer avec ses voisins, sa famille. Donc, on essaie de mettre ça un peu plus ludique que punitif. Là. Je pense que de toute façon, au Québec, on ne pourrait pas comme aller rajouter des frais. Mais il y a quand même des programmes déjà en place actuellement. Il y a 2 tarifs. Il y a évidemment ILO qui est en train d'être mis en place avec beaucoup d'automatisme puis beaucoup de visées là, éventuellement sur de l'autoproduction, etc. Mais il y a 2 tarifs présentement auxquels vous avez tous accès qui vous permettent entre autres de payer votre électricité en tout temps moins cher. Sauf que lors des périodes de pointe, vous recevez, moi je suis abonné à ça, là, vous recevez un texto ou un courriel qui vous indique que de telle heure à telle heure, en période de pointe matinale ou de soirée, vous êtes incité fortement à réduire votre consommation, sinon l'électricité coûte très cher du kilowatt. Donc, c'est ça. Donc, vous avez. Puis, il y a un tarif qui n'est pas du tout punitif, puis l'autre qui peut devenir punitif, mais qui offre beaucoup plus d'opportunités de faire des économies. J'ai un collègue, moi, à IREC, qui a sauvé 500 $ sur sa facture d'électricité, puis en faisant des efforts peut-être 15 heures durant l'hiver. Tu sais. OK. Peut-être que je pense que votre question avait trait aux contrats industriels. Puis les contrats industriels, normalement, il y a des pénalités sur des appels de puissance excessifs. Donc, c'est écrit dans le contrat, s'ils ont des grands appels de puissance, ils vont être pénalisés. L'électricité va être beaucoup plus chère pour ces moments-là. Ouais. En fait, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont se retrouver à payer leur facture par rapport à leur plus haut pic. Donc, quand ils se retrouvent à, par exemple, dépenser de façon excessive, ils vont se retrouver à payer ce frais-là qui est au-delà du frais habituel qu'ils vont se retrouver à payer. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui décident à la place d'essayer d'optimiser leurs opérations pour, quand ils ont une limite énergétique, de s'assurer de jamais la dépasser, donc d'optimiser à la place leurs opérations pour stabiliser. Par contre, je trouve ça intéressant aussi de se dire, puis je fais pas partie d'Hydro-Québec entreprise. Si c'est comme ça s'appelle, je sais pas. Mais en fait, je me pose la question si aussi, puis je sais que moi, quand j'ai des discussions avec les entreprises, on parle pas nécessairement de regarder ça dans un contexte global pour éviter, par exemple, d'être dans les heures de pointe au niveau de la consommation énergétique globale au Québec. Par contre, c'est sûr, ça pourrait être intéressant de dire, en plus, parce que souvent, les entreprises vont avoir un volume global. Donc, ils vont avoir X nombre de kilowatts qui vont pouvoir dépenser. Mais ça pourrait être intéressant de dire, mais en plus, essaye de ne pas les dépenser en même temps que les individus le font, que monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça pourrait être cool de voir ça. Oui, puis c'est quelque chose qui est fait aussi dans les autres provinces canadiennes, là, puis même dans d'autres juridictions. Là. Donc, en Ontario, il y a des programmes comme ça qui sont très, très agressifs là, pour les industries. Donc, c'est déjà fait ailleurs. C'est juste qu'au Québec, la structure de notre... c'est le coût de notre énergie puis notre capacité énergétique, mais c'est en train de nous rattraper. Là. En fait, le Québec, on a la chance d'observer un peu ce que les pays voisins font, puis se dire c'est ça qui s'en vient chez nous dans pas longtemps. Là. En fait, je veux juste mentionner un peu, on a eu toutes sortes d'interventions qui expliquent des interventions qui se font par téléphone, humain, des courriels, des textos, mais en réalité, évidemment, on vise d'automatiser plein de ces processus-là pour être justement plus efficace, puis que ce soit plus rentable, plus fiable, plus économique pour l'ensemble de la société. Là. Merci beaucoup. Merci de votre question, en tout cas. Une deuxième question? Oui, bonjour. Merci. Je voulais savoir si aujourd'hui à Hydro-Québec, il y avait comme une interconnexion entre les parties dont vous avez parlé jusqu'à maintenant. Ça veut dire on va utiliser l'IA maintenant pour la partie planification. Est-ce qu'on arrive à faire un lien pour optimiser, ça veut dire la partie production, combien on va perdre au niveau transport pour le point qu'on prévoit où on va consommer pour que ça soit optimisé au maximum. Puis après, d'après les datas qu'on reçoit, des consommateurs finaux, on prévoit que ces consommateurs-là gentils vont comme réduire leur énergie comme on leur a demandé ou conseillé. D'autres, on prévoit que non. Et puis, est-ce qu'on intègre toutes ces données-là pour dire, voilà l'optimal, il faudrait que cette centrale accélère un tout petit peu à ce moment-là, ainsi de suite. Ça paraît que j'ai envie de répondre, hein?
sais pas si quelqu'un veut se lancer, mais en fait, je peux peut-être commencer la réponse. En fait, c'est un peu le Saint Graal qu'on souhaite, auquel qu'on souhaite atteindre, en fait. Là. Effectivement, qu'on a une fonction objectif dans laquelle on tient compte des clients, de leur capacité à contribuer aux demandes en puissance, l'état de nos actifs, les potentiels de vente en certaines périodes chez nos réseaux voisins, évidemment la fiabilité du réseau qui est la plus grosse valeur dans la fonction objectif. Donc oui, effectivement. Puis, en effet, pour soutenir tout ça, donc dans un modèle idéal où on prendrait en tout temps des décisions optimales, évidemment, il va y avoir des équipements, des automatismes qui vont devoir être ajoutés. Donc, visualisons plein d'équipements numériques qui vont être ajoutés partout sur le réseau. Là. Donc, nos fameuses TO, nos technologies opérationnelles, vont devoir être équipées de plus en plus d'équipements TI pour envoyer des commandes automatiques. Peut-être juste pour ajouter par rapport à ce que Patrick vient de dire, c'est est-ce qu'actuellement il y a ça au complet dans Hydro? Il faut quand même voir qu'Hydro, c'est quand même assez gros. Au niveau juste au niveau du parc d'équipements que Hydro gère, je pense que c'est quelque chose comme 77 millions, quelque chose comme ça, là, milliards, excuse pas millions. Donc, est-ce que ça existe intégré partout? Je ne pense pas à l'heure actuelle. Est-ce qu'on essaie d'aller de plus en plus vers ça? Oui, on fait des efforts pour aller de plus en plus vers ça. Mais est-ce qu'à l'heure où on se parle, ça existe intégré au complet? Je ne pense pas. Merci. Alors juste pour rebondir, en France, ça ne fait pas du tout appel à l'intelligence artificielle. Mais l'incitation, par exemple, avec ce qu'on appelle le tarif de nuit pour l'électricité, est une incitation directe et très forte qui date de 1973, la crise pétrolière, pour inciter les gens à utiliser l'électricité quand les pics de production les pics de consommation sont les moins importants. Donc tarif nuit. Alors c'est lié aussi à la structure en France de l'origine de l'électricité nucléaire, hein, essentiellement, qui se régule beaucoup moins facilement que la production soit thermique, soit hydroélectrique, bien entendu. Et donc, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps de façon... Alors, c'est incitatif, c'est relativement incitatif. Bon, il y a beaucoup de gens qui font dans le privé, hein. Alors, ça se fait aussi dans l'industrie, mais de façon peut-être moins évidente, parce qu'à un moment donné, c'est une balance entre le coût du travail de nuit et le coût du travail de jour. Mais dans l'attitude du grand public, disons, c'est quelque chose de tarif nuit qui est rentré assez facilement dans les mœurs pour faire les gros travaux, les grosses lessives, la vaisselle, etc., plutôt à 2 heures du matin. Alors maintenant, ça se programme, c'est pour ça que c'est commode, plutôt qu'à 8 heures quand tout le monde est en train de tirer sur le réseau électrique. L'autre question que j'avais, c'est peut-être un peu pour vous aussi, c'est est-ce que si on apprend à être sobre sur le plan de l'énergie électrique, parce que c'est quelque chose qu'on mesure assez facilement, on apprend à être sobre aussi sur les autres consommations d'énergie, énergies fossiles qui sont celles, par exemple, utilisées pour les déplacements. Je pense qu'au Québec comme ailleurs, même si l'électricité est facile, il y a quand même beaucoup plus de voitures à moteur thermique que de Tesla ou d'hybrides. Donc, est-ce que dans les études que vous menez, soit universitaires, soit au niveau d'Hydro-Québec, est-ce que cette incitation à la sobriété dans un point peut inciter à l'incitation à la sobriété dans d'autres aspects de la consommation énergétique? Je pense qu'il y a une question de coût qui est à notre avantage pour électrifier les transports, en fait, parce que le coût du transport présentement électrique est à peu près 1/8 du transport à essence ou diesel. Donc, juste le coût comme tel est extrêmement attrayant. Donc, je pense que oui, c'est sûr que quand on est conscient de la consommation qu'on a, c'est certainement un petit levier, mais le gros levier, c'est une question de coût aussi. Et il est en notre faveur là, depuis quelques années. Donc, je pense que la technologie est en train de faire changer les mœurs. Là. Il y a le coût d'usage, il y a le coût d'acquisition qui est quand même aussi le coût d'acquisition. Il faut regarder le coût total de possession du véhicule, qui est toujours favorable pour le véhicule électrique, en fait. Okay. Et ça marche? En fait, est-ce que ça marche? Les gens ne font pas nécessairement d'emblée ce calcul-là. Dans une petite feuille Excel, on peut faire le calcul assez facilement. Combien ça va me coûter d'avoir un véhicule pendant 8 ans, 9 à essence, 9 électrique, etc. Puis, ce qu'on appelle le payback, là, se fait en à peu près 2 ans. T'sais. Donc, le véhicule électrique
Mais je pense que oui, un petit peu, tout ça vient ensemble. On a conscience de notre consommation de plus en plus, mais on a conscience plus par les changements climatiques que par l'énergie qu'on dépense. On est encore une société très riche en énergie, on va dire. C'est pas un coût énorme pour chaque individu, l'énergie. Mais le coût sur la nature est beaucoup plus important. Je pense pour les gens, là, présentement, de tous ceux qui sont dans la salle, on est tous un peu inquiets, pas mal inquiets de ça. Donc, le coût climatique est énorme, et ça nous, à mon sens, ça nous rend plus sobres, peut-être plus que de voir combien d'énergie on dépense à chaque jour ou à chaque heure. J'ai envie de rajouter, si certains d'entre vous ont lu le plan stratégique d'Hydro-Québec qui est sorti récemment, pour faire pour faire un peu du pouce sur ce que tu dis, Benoît. Dans le fond, on veut électrifier les flottes de véhicules, mais on veut électrifier aussi tout un pan de notre économie qui n'est pas encore électrifié. Donc, des choses que tu as mentionnées, entre autres, Olivier, tantôt, là, au niveau de certaines industries. Et juste pour donner un ordre de grandeur de ce qu'on doit atteindre, c'est 100 TWh. Là. Donc, actuellement, le parc, Hydro-Québec, on consomme à peu près, je sors des chiffrons, là, mais 180 TWh d'énergie dans une année. On en vend une trentaine. Mais on va devoir être capable de produire 100 TWh de plus dans une année. Donc, vous voyez, passer de 180 à 100, faire 100 de plus, c'est pas une petite addition. Et ça sera pas des énergies, ça sera pas des barrages hydroélectriques faciles à gérer. Ça risque d'être beaucoup des énergies intermittentes. Des nouvelles façons de stocker, comme des batteries de voitures, par exemple, qui vont devenir tout à coup une source de stockage pour s'assurer d'avoir un réseau fiable, efficace. Donc, tout se complexifie, tout va devenir de plus en plus, je dirais, serré au niveau de nos bilans. Donc, ça va devoir prendre des décisions optimales de plus en plus. Là. Right, that's a question for me. So talking about, I think you're talking about energy storage systems and how they're going to work with intermittent energy sources. So we're seeing that a lot now as a use case is that wind and solar are getting cheaper and renewable energy is getting cheaper. And they're intermittent, and that's the issue. They require a lot of forecasting. Like you need to, with better forecasts using AI and data and machine learning, you can integrate them with energy storage systems. And this way you would have better stability onto the grid and get rid also of like fossil generators that you might need to integrate to use. So a lot of this requires like good data and forecasting for the demand with the energy storage system. And like Arnaud was saying, like not just long-term, so for long-term forecast is for dimensioning of those systems so that you could have a battery that will last like 20, 30, 40 years into the future and knowing how it will behave during this time because again, you have to forecast how the chemistry of the batteries are going to last for this long, but also short-term forecast, like daily forecast, how you're going to beat, how much energy are you going to be generating tomorrow, and when should the battery kick in. For example, when you talk about peak, like you can use the batteries to do peak shaving, for example, if the renewable energy source cannot catch on. And then also during the night when energy is cheaper, you can just store back that energy into the energy source, into the energy battery, in the battery, so that you can reuse it the next day. And so on, and we're seeing this a lot now in different places in the world. Like there's projects in France and even in northern Quebec where the grid might not be as stable as we have here in Montreal, for example. Like we can integrate with batteries and using these renewables to eliminate using fossil generators. I don't know if that answers your question, because sometimes the translation is over the place. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à l'électrification. En fait, dans le vocabulaire d'Hydro-Québec, lorsqu'on parle de l'électrification, c'est la création de la flexibilité chez les clients. Je m'explique en fait. Hydro-Québec ou n'importe quelle utilité d'énergie qui utilise l'hydroélectrique comme source d'énergie s'investit beaucoup dans ses actifs pour répondre, par exemple, aux heures de pointe. Je donne un exemple. Janvier cette année, on a poigné une pointe de 40 000 mégawatts, et au plus même. Et puis, Hydro-Québec a commencé à donner des consignes aux utilisateurs pour baisser un petit peu la température.
Donc, mais si on pense aussi, mais Hydro-Québec déjà commence à penser, de créer la flexibilité chez le client, c'est-à-dire intégrer les véhicules électriques, les panneaux solaires avec le stockage, parce que les panneaux solaires avec le climat nordique ne fonctionnent pas bien, les stockages thermiques, etc. Ça permet aussi le client lui-même de gérer sa demande, de baisser sa facture d'énergie, et puis le surplus va être envoyé à Hydro-Québec. Ça n'existe pas aujourd'hui, mais dans le futur, ça peut y arriver. Et là, ça va alléger vraiment la gestion de pointe de la consommation. Donc l'électrification, c'est pas seulement chez les clients résidentiels, ça peut aussi, on peut aller vers les CI, parce que les CI chauffent avec l'électricité et le gaz généralement, donc ils peuvent remplacer les équipements qui utilisent les gaz par exemple d'autres accumulateurs thermiques. L'industriel pareil, l'industriel aussi utilise beaucoup de gaz, ou l'électricité, mais il peut aussi, je ne suis pas experte dans l'industriel, mais il peut aussi valoriser ces rejets thermiques. Ces rejets thermiques sont des chaleurs. On sait que la forme la plus dégradée de l'énergie, c'est la chaleur. Cette chaleur, elle peut être retransformée en électricité pour être réutilisée pour gérer l'industrie lui-même ou renvoyer vers le réseau ou vers les voisins. Donc, c'est ça, en fait, l'électrification. Moi, dans mon point de vue, je vois c'est une flexibilité qui existe chez les clients. On ne l'a pas encore bien exploitée pour gérer le stress du réseau électrique. Là, on a bien vu ces aspects autour principalement des utilisateurs privés, dans ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Donc, la question maintenant, alors on a aussi abordé les aspects de l'utilisation industrielle et de ces écrans, mais est-ce qu'on est capable actuellement de se projeter au niveau industriel sur le développement industriel, par exemple, à 50 ans, au Québec, sur les consommations, sur les distributions, sur les mouvements de population? Est-ce que actuellement, disons, et est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider à faire ça? Est-ce que le développement même d'une industrie de l'intelligence artificielle qui est extrêmement consommatrice d'énergie, mine de rien, on sait que maintenant, jusqu'à présent, on considérait que le numérique, ça coûtait rien. Envoyer un mail à l'autre bout de la terre, ça ne coûte rien. Vous n'êtes pas facturé, c'est pas un timbre-poste. Mais maintenant, on sait que sur le plan énergétique, ça coûte, que la gestion, ça coûte, et que même dans les entreprises, et même dans les petites entreprises comme moi, le CNES par exemple, c'est une petite entreprise, on se pose la question des signatures et des logos qu'on met en bas des signatures, parce que ça prend de l'énergie, ça consomme beaucoup d'énergie à transmettre, à stocker. Et toutes vos boîtes mail sont probablement aussi pleines que la mienne, avec tout un tas de choses inutiles, avec beaucoup de dessins. Et donc, est-ce que actuellement, donc, on est capable de prendre en compte, au niveau de vos entreprises, de votre recherche, ce développement et qui actuellement ne fait que s'accroître, notamment avec le stockage des données et l'intelligence artificielle, avec un stockage phénoménal de données dont on ignore l'utilité, avec tous les guillemets que vous voulez mettre autour d'utilité. Parce que, est-ce que là, on a actuellement, au niveau de la recherche, au niveau de la pratique, au niveau des études, des débuts de réflexion, ou déjà des réflexions avancées? En fait, la question que vous avez posée, je trouve qu'il y a la question, de ce que j'ai compris de la question qui a été posée, il y a deux choses en fait que je vais retenir. C'est au niveau de l'intelligence artificielle et consommatrice d'énergie. Donc ici, il y a aussi une notion, on parlait d'éco-responsabilité tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on va faire pour utiliser l'intelligence artificielle de manière éco-responsable? Mais le point que je veux aborder plus, c'est au niveau de certains biais que peut amener l'intelligence artificielle. Ici, au niveau d'Hydro-Québec, on est dans une entreprise qui est extrêmement réglementée. Et ça amène tout ce qui est la notion d'explicabilité, la notion de robustesse des outils qu'on va utiliser comme l'intelligence artificielle. Alors avant de pouvoir se projeter dans 50 ans ou 60 ans ou même 25 ans, même peut-être demain en fait, il faudrait se voir comment est-ce qu'on va faire pour avoir des méthodes qui sont suffisamment robustes pour que les gens aient confiance en ce qu'on va utiliser en fait. Et ici, j'ai plein de personnes dans le panel qui sont au niveau de la robustesse et de l'explicabilité, donc je vais les laisser répondre avant de continuer. Mais je pense que c'est un point qui commence à devenir très important avant de dire que dans 50 ans ou dans je ne sais combien d'années, on va utiliser l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est capable de se projeter pour avoir une méthode qu'un ingénieur, quand il va avoir le résultat, il va avoir confiance en ce qu'on lui a présenté. Et ce n'est pas toujours le cas.
Et même pour des gens qui travaillent dedans, quand les résultats sortent, ils n'ont pas forcément toujours confiance dans ce qui est sorti. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. J'ai envie de répondre, excuse-moi, j'ai envie de répondre à une partie de ta question, Michel. Effectivement, pour ce qu'on voit dans 50 ans, on n'utilise pas l'intelligence artificielle, en tout cas pour l'instant, ce qu'on fait chez Hydro, on scénarise différentes possibilités. On essaye de les simuler, puis de voir comment l'intelligence artificielle va nous aider, entre autres, à gérer les réseaux dans ces situations-là, mais ce n'est pas l'IA. Mais ce qui nous préoccupe plus, effectivement, c'est ce qu'Arnaud mentionne, c'est effectivement d'avoir des algorithmes qui vont nous aider à prendre des décisions, mais en lesquels on va avoir confiance, qui vont être robustes, qui vont pas faire comme les voitures de Tesla récemment qui ont eu des accidents. T'sais, on peut pas se permettre d'avoir on peut pas se permettre d'avoir 1% des cas où le modèle ne répond pas là, correctement. Donc, on doit avoir quelque chose de fiable et robuste. Vas-y, Arnaud, excuse. Mais justement, déjà, quand tu parles de Tesla, on va présenter un problème. Moi, j'ai un biais positif pour Tesla. C'est pour ça que j'ai réagi quand Patrick a parlé de Tesla. Mais c'est la même chose, un algorithme d'intelligence artificielle peut avoir un biais, peut être biaisé. Puis, en plus, quand on est dans un environnement extrêmement réglementé, normalisé, tout ça, il faut trouver un moyen de normaliser les choses qu'on veut utiliser. En fait, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je vais aussi adresser la question par rapport à la dépense énergétique de l'intelligence artificielle. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant, mais aussi très problématique. Par exemple, si on pense à GPT-3, qui est même plus l'algorithme le plus gros, il a été détrôné déjà à plusieurs reprises, mais juste pour entraîner GPT-3, ça l'a pris énormément d'énergie. Donc, ça l'a pris à peu près l'équivalent de la consommation de la ville de Saint-Bruno pour l'année. Donc, c'est vraiment incroyable, la dépense énergétique. Puis quand on pense après ça, avec toutes les autres dépenses qui sont, par exemple, pour le blockchain, les bitcoins, donc il y a vraiment beaucoup de dépenses énergétiques. Mais si on revient à l'intelligence artificielle, je pense que d'avoir à faire cette dépense-là peut être judicieux, mais seulement si on est capable de bien utiliser la technologie. Puis là, ce que j'entends, puis moi, je trouve ça c'est vraiment intriguant là, comme sujet de savoir c'est quand qu'on va être capable de vraiment en bénéficier pour Hydro-Québec, par exemple. Donc, si on dit qu'on fait autant d'investissements pour entraîner des modèles qui sont gigantesques, mais que de l'autre côté, on ne les utilise pas à bon escient, pour l'instant, c'est une dépense. Mais ça peut devenir un investissement. Alors, comment qu'on fait pour s'y prendre? Des exemples aussi où c'est encore plus coûteux. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, quand il y a eu les tempêtes de neige, je pense qu'il y a 2 ans, au Texas. Au Texas, il y a eu une tempête de neige très importante, des accumulations pendant quand même quelques semaines. Donc, au Texas, ils utilisaient, puis c'est drôle, j'étais dans une conférence, puis je parlais à une conférence virtuelle, bien entendu. Je parlais avec des gens qui avaient des faces très longues, puis c'était des gens qui étaient dans le domaine du trading d'énergie. Et malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que pour les plus gros comptes, c'était les humains qui faisaient du trading d'énergie, donc ils se retrouvaient à dire, quand il y a, par exemple, quand il y a une grande demande en énergie, on va se retrouver à vendre plus cher parce qu'on se retrouve, dans le fond, c'est l'offre et la demande. Mais les plus petits comptes étaient gérés par l'intelligence artificielle. Et la majorité des pertes de l'année se sont produites dans ces 2 semaines-là. Parce que l'intelligence artificielle n'a pas été capable de comprendre qu'une tempête de neige au Texas, ça se peut. Donc, ça, c'est un exemple de problème qu'on peut voir. On appelle ça du data drift, donc la dérive des données. Comment être capable de s'assurer que cette dérive des données-là ne vient pas causer des problèmes qui sont très importants à la décision qui va être prise? Ça, c'est un exemple du fait que ton algorithme, mais pas juste ton algorithme, tes données entrantes, ton algorithme, tes données sortantes, donc tes prédictions, doivent être robustes. Alors, la robustesse, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on maîtrise, puis il faut qu'on contrôle. Et tant que ça n'arrive pas, l'intelligence artificielle va continuer à être une dépense énergétique et pas un investissement parce qu'on ne va pas être capable de bien bénéficier de, dans le fond, l'extrant de ce qu'on développe. À peu près ça, j'avais beaucoup à dire. Merci.
la recherche qu'on fait dans mon laboratoire, c'est un peu en vue de ça, c'est qu'on a tendance à entraîner des très gros modèles, puis en ajouter, parce qu'on a peur de ne pas avoir tel lien de causalité, puis alors que peut-être on devrait plutôt voir plus d'adaptabilité et avoir des modèles qui s'entraînent sur moins de données, mais qui sont adaptatifs avec le temps. Par exemple, en reinforcement learning, et qui puissent, plutôt que d'essayer de prévoir dans un gros réseau de neurones tout ce qui peut se passer dans les 5 prochaines années. Donc, c'est intéressant. Puis, effectivement, en génie, là, pour nous, le safety critical, la robustesse, c'est extrêmement important. Donc, on fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis, peut-être pour rebondir à ce que Benoît vient de dire, la causalité, puis ça a été présenté dans la conférence de ce matin. La causalité, c'est quelque chose d'important aussi qu'il faut commencer à regarder. Comment est-ce qu'on va entraîner des modèles causaux, en fait, qui vont pas juste se baser sur l'historique, parce que là, Olivier va me parler de drift. Quand tu as des modèles causaux, ils vont être plus robustes, entre guillemets, à des effets de drift. Mais ça, c'est des choses qui sont... qu'on commence, en tout cas à Hydro-Québec, je ne dis pas ailleurs, mais qu'on commence à regarder. C'est des domaines qui, je pense, nous passionnent. Je vois François, même derrière son masque, qui est en train de sourire, là. Donc, c'est des domaines que tout le monde, qui nous intéressent, mais c'est des choses qu'il faut bâtir sur le long terme, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'avant de mettre un système en production, il faut s'assurer qu'il est robuste, qu'il est fiable, et puis qu'il puisse s'intégrer à tout l'écosystème d'Hydro, en fait. C'est ça, c'est la scalabilité, ce qu'on peut généraliser toutes ces méthodes sur plusieurs unités, enfin surtout les bâtiments, parce que si on développe il y a un compromis entre des algorithmes complexes ou des algorithmes simples mais généralisables. Donc il faut qu'on fasse un choix avec ça. Oui. J'ai envie de compléter en disant que effectivement, c'est sûr que dans les années à venir, dans les décennies à venir, on va vivre les modèles vont vivre des situations qu'ils n'ont jamais vécues, que les données ne seront pas représentatives de ce qui va arriver. Il va falloir que les modèles soient robustes, mais j'ai envie de dire, en fait, c'est une réflexion que je me suis posée récemment avec des échanges que j'ai eu avec mon patron, puis on se demandait justement s'il ne fallait pas revoir la fiabilité du réseau qu'on attend. Nous, au Québec, en tout cas, du moins, on s'attend à ce qu'on ait toujours de l'électricité, puis c'est pas une question. Sauf que ça a un coût, cette fiabilité-là. Ça a un coût énergétique, ça a un coût environnemental d'avoir peut-être une centrale au gaz, une centrale nucléaire, une centrale hydroélectrique qui, en réalité, a été bâtie juste pour s'assurer d'avoir un niveau de fiabilité, j'allais dire, presque extrême. Puis ça, peut-être qu'on devrait le revoir, ce niveau de fiabilité-là attendu. Peut-être que de manquer d'électricité 5 heures en période de pointe durant l'hiver, c'est peut-être pas la fin du monde. Là, peut-être pour les réseaux, mais pour le client, si je me mets à la place du client, manquer l'électricité pendant 5 heures, je vais être quand même... Sauf que si le client sait que sa facture d'électricité est plus basse parce qu'on a moins investi sur le réseau, puis on dit, il y a peut-être... En tout cas, c'est une question ouverte qui est... C'est juste pour dire que plus on veut atteindre un niveau de fiabilité parfait, j'oserais dire, plus ça a un coût pour nous tous. Nous, on le voit de notre côté là, avec nos clients, que c'est sûr Hilo va venir contrôler la demande chez les gens au point de vue du thermostat, donc pour la consigne de température, juste un petit peu. Mais les clients sont rémunérés pour toute l'énergie qu'ils ne consomment pas pendant les défis. Puis on a des clients qui sont super motivés puis qui vont aller quasiment fermer leur breaker pendant les périodes de pointe. Donc, je pense que la notion de est-ce qu'on a besoin d'énergie tout le temps est répondue là, clairement non. Puis il y a déjà des gens qui font ça. Donc, c'est juste une question de comment est-ce qu'on fait pour inciter davantage. En fait, ça me fait penser ce que tu dis lorsqu'on fait des scénarios de comment l'avenir va se dessiner, puis on rajoute des parcs éoliens, des centrales hydroélectriques, toutes sortes de nouvelles technologies, des batteries EVLO, etc. Puis je pense qu'on a le plus de difficultés à dessiner, c'est la sobriété. On ne sait pas exactement de quelle façon ça va se dessiner, mais c'est sûr que si les gens font preuve de sobriété, particulièrement en période de pointe, évidemment, ça va représenter une grande économie, puis ça va être un levier important pour la gestion de notre réseau. Alors, sur le plan sociologique, est-ce qu'il y a une différence dans cette réceptivité à vos actions entre, je dirais, les Québécois des villes et les Québécois des campagnes ? Ou les Canadiens des villes et les Canadiens des campagnes ? Est-ce que vous voyez une différence ou est-ce que c'est en fait quelque chose qui
c'est à peu près homogène, je dirais, à travers la population. Bien, quelque chose qu'on peut voir à la campagne versus la ville, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, des poêles à bois, là, donc qui sont capables de faire un petit peu plus de chauffage alternatif versus à Montréal, c'est très difficile d'avoir un poêle à bois dans un 2,5. Donc, il y a ce niveau-là, là, mais on ne regarde pas trop les différences, sinon régionales. Mais chez ILO, je pense que nos clients sont quand même très, très motivés. Ce n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble de la population québécoise, là. Puis ça m'amène aussi à parler de ce qu'on disait pour l'explicabilité, là, que c'est important parce que nous, c'est vraiment une question qu'on se pose. Nos clients sont super intéressés par notre solution. Ils posent beaucoup de questions, ils sont très, très impliqués. Donc, il faut qu'on soit capable d'expliquer un peu le résultat de nos calculs puis des algorithmes qu'on fait, d'expliquer comment on est arrivé là. Puis c'est vraiment un défi auquel on fait face. Donc, je serais intéressée à savoir qu'est-ce que vous en pensez, là, parce que c'est vraiment une question qu'on se pose. On ne peut pas se permettre d'avoir un black box qui sort une réponse sans qu'on soit capable de l'expliquer. Tout à fait. En fait, c'est pas seulement une différence régionale, urbain ou rural, c'est aussi par rapport au type des clients. Si un client ne comprend pas sa facture, c'est normal qu'il ne va pas faire attention à ça. Il n'est pas motivé pour participer ou s'investir. En fait. Mais si je donne un exemple rapide, par exemple, à mon avis, tu me corriges, Patrick, peut-être un client industriel, il comprend très bien sa facture et il sait quand est-ce s'investir. Il dit oui, je vais arrêter cette machine ou pas. Est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle pour décaler l'utilisation, par exemple, d'une machine qui produit des pâtes? Ah, peut-être ça va, si j'arrête pour 15 minutes, ça va me coûter trop cher. Donc, tout ce genre de décisions que prend la machine, de l'intelligence artificielle, ça a un lien avec le type de clients qu'on doit cibler. Donc, ce n'est pas seulement régional, mais aussi le type de la clientèle qu'on voit. C'est la capacité à comprendre combien ça vous coûte, en fait, à un moment donné. Par rapport au type de client, oui, c'est parce que tu as des clients qui sont plus techno, entre guillemets, mais... on va dire que je parle de ma belle-mère. Mais moi, par exemple, ma belle-mère, c'est pas parce que je veux parler comme ma belle-mère, mais tu lui donnes un iPad, elle est perdue. Donc, il n'y a rien de techno, donc tu ne vas pas lui parler d'intelligence artificielle ou ce genre de choses. Donc, il y a des clients qui sont peut-être moins sensibles, ils ne vont pas installer des thermostats intelligents, ils veulent un truc que tu branches une fois, ils règlent ça pour juste ad vitam aeternam, et puis c'est fini. Donc, ça dépend vraiment des types de clients que tu vas avoir. En fait, j'avais envie peut-être de poser la question à Fatima puis Odile. Effectivement, je pense, puis c'est un domaine que je connais moins, là, mais je pense que vous voulez sûrement, dans votre cas, utiliser l'intelligence artificielle pour cibler de plus en plus, justement, les différents types de clients, indépendamment qu'ils soient peut-être de la ville ou de la campagne, mais tu sais, dépendamment justement que ce soit la belle-mère d'Arnaud ou bien des gens qui sont plus techy. Puis évidemment, je pense qu'on peut imaginer une infinité de types de consommateurs. Puis à ce moment-là, c'est ça, hein, je pense que vous allez cibler les outils. Oui, les outils et ensuite les charges, en fait. Parce que moi, je peux, par exemple, interagir avec un client résidentiel pour déplacer l'utilisation, par exemple, de la machine à laver. C'est flexible. Mais je ne peux pas interagir avec un client industriel surtout s'il a des charges critiques. On se parle des charges critiques, justement, c'est l'appareil qui produit des papiers ou l'aluminium. On ne peut pas lui forcer d'arrêter sa machine parce que ça coûte trop cher. Donc, mais on peut essayer de voir comment, avec l'intelligence artificielle, on peut ajuster sa consommation. Donc, le type de clientèle est très important et le choix de l'intelligence artificielle, je crois qu'il faut aussi le dédier selon le type de la clientèle. En fait, ce que vous êtes en train de décrire, c'est que pour, je dirais, aller vers la transition énergétique, il faut avoir un écosystème. Un écosystème, c'est-à-dire avec la partie que vous contrôlez l'hydroélectrique, qui est la partie production, transport, etc. Et puis après, c'est aussi l'optimisation de la consommation avec éventuellement des changements soit de comportement, soit des changements de technologie, parce qu'on peut avoir des mêmes produits avec des technologies qui sont moins consommatrices d'énergie, qui sont, enfin, donc c'est un ensemble à avoir, et donc vous êtes un élément important de l'écosystème, mais à un moment donné, il faut pouvoir aussi agir apparemment sur les autres aspects de l'écosystème. Je prends l'exemple typique, c'est l'éclairage, par exemple. Le fait que le passage, par exemple, le sentiment que j'ai, c'est que le passage au LED, au LED, a modifié complètement la consommation d'énergie de beaucoup de ménages, de petits producteurs et de grands systèmes. Par contre, il y a des comportements qui me semblent persister. Dans mon hôtel, tout bête,
Je rentre le soir, toutes les lampes sont allumées. Ça veut dire qu'elles ont été allumées toute la journée. Toutes les ampoules, il n'y a personne, il fait jour. Bienvenue en Amérique. En Europe, oui, c'est différent. Ça me choque. Alors pourtant, c'est un client industriel. Ils ont 250 chambres. Il y a 10 lampes par chambre. Et c'est allumé pour rien. Pour moi, Européen, c'est profondément choquant. Je ne parle pas de la climatisation, bien sûr. Peut-être aussi parler, parce que là, on parle justement de tout ce qui est au-delà de juste les capacités, on va dire, d'Hydro-Québec, puis de pouvoir jauger avec le courant, mais aussi quelque chose d'intéressant que j'ai vu, puis ça, c'est ce qui s'en vient dans le futur. Je parlais avec plusieurs acteurs dans le domaine du transport en commun. Puis au niveau du sevrage là, de l'énergie, il y a aussi le besoin pour les gens de se déplacer, puis le désir de commencer à utiliser du transport en commun davantage, aussi laisser de côté, parce que je comprends qu'il y a un débat entre des voitures à essence versus des voitures électriques, mais il y a aussi le choix de dire, ben, regarde, moi, je mets une voiture de côté, puis je prends le transport en commun. Je trouve ça assez intéressant parce que ce qui s'en vient dans le futur, ça va être de plus en plus la capacité de prévoir où vont être les besoins pour le transport en commun et d'adapter le transport dans le fond, à la demande. Puis je sais qu'on répète souvent ça, là, le demand forecasting, c'est quelque chose qui est super important, mais c'est aussi important au niveau du transport en commun. Et ça aussi, c'est quelque chose, ça fait partie de la solution, c'est de dire, regarde, c'est bien beau le débat, là, quelle voiture tu veux avoir, mais au bout du compte, tu es obligé d'en avoir une voiture. Dans certains cas, oui, mais de moins en moins, ça va être une nécessité puisque les organisations de transport en commun commencent à s'adapter et commencent à être meilleurs dans leur offre de services. Donc, que ce soit pour s'assurer que, par exemple, s'il n'y a pas d'achalandage dans le métro, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire un service de métro? Et quand il y a trop d'achalandage, ben, y a-t-il possibilité d'offrir des services supplémentaires? Mais jusqu'à dire, ben, on va développer des nouvelles lignes d'autobus, par exemple, qui vont desservir des nouveaux marchés parce qu'on sait qu'eux autres, c'est eux autres qui vont habituellement être des grands utilisateurs de transport. Donc, on va adapter le réseau au grand complet et non pas forcer les gens à utiliser un réseau qui est statique. Donc, c'est aussi, je pense, en relation avec la question que vous aviez posée, là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, on va commencer par vous allez jusqu'au micro, s'il vous plaît. Vous irez juste après. Bonjour. C'est peut-être un manque de compréhension, mais vous semblez dire que vous avez besoin de connaître qui est le client pour réussir à prédire la demande. Mais en réalité, avec le big data, on pourrait aussi faire l'inverse puis réussir à identifier le client. Ce ne serait pas possible de réussir à exploiter justement les informations de demande électrique pour avoir une identification de qui est le client et ensuite revenir puis faire une prévision de la demande? En fait c'est ça. Quand on dit on a besoin de connaître le client, ça dépend pour quel objectif. Mais il y a tout ce qu'on appelle une catégorisation, tout ce qui est le clustering, en fait, qui peut être fait à partir de la consommation, pour définir des groupes de clients, pas un client individuel, pas une personne, pas Joe Blow, par exemple, mais ceux qui consommeraient plus la nuit, plus dans la journée, ce genre de choses. Ça, oui, on peut le faire déjà à partir des données de consommation. On peut le faire, et on le fait déjà, en fait, à partir des données de consommation. Donc ça, c'est déjà fait, en fait. Quand on parlait de mieux connaître les clients, c'était dans les nouveaux outils qu'on va pouvoir leur offrir qui vont plus venir les toucher dans leur réalité pour qu'ils nous aident à contribuer sur la gestion du réseau. Donc, c'est plus de ça qu'on parlait. Mais effectivement, à ce stade-ci, comme Arnaud l'a mentionné, si chez toi, tu t'installes une piscine creusée avec un chauffe-eau, rapidement, on va en tenir compte avec les données du compteur, puis on va adapter la prévision de la demande en fonction des nouvelles réalités. Puis c'est en temps quasi réel qu'on monitore ça. Là. Une deuxième question. Oui. Bonjour, j'ai une question de la prédiction de consommation. Comme on a vu cette année et l'année dernière, il y a des chocs de consommation comme la COVID-19 ou l'inflation. Donc,
ma question est comment le modèle d'IA peut réussir pendant les événements irréguliers? En fait, c'est une excellente question. Puis, on a parlé tout à l'heure de tout ce qui était je vais prendre le cas de la COVID-19, par exemple. On a parlé de tout ce qui est juste la question précédente, qui est, finalement, on dirait que vous êtes parlé, de catégoriser la consommation des clients. Quand on crée des groupes de clients, on va avoir différentes catégories. Dans une des catégories, c'est les gens qui sont tout le temps à la maison, qui consomment tout le temps. Donc, si on part de l'assumption qu'au Québec, on a toutes les catégories possibles, tout ce qu'on aura à faire par la suite, c'est de la classification pour dire, pendant la période de COVID-19, la catégorie qui restait tout le temps à la maison a monté. Donc, l'algorithme peut s'adapter de cette manière. Donc, autrement dit, il faudra avoir des algorithmes qui sont un petit peu adaptatifs pour pouvoir tenir compte de cette situation pour la COVID-19. Par contre, il y a des événements qui sont imprévisibles. Ça, c'est sûr, je sais pas, on parle de guerre, une bombe qui te tombe dessus, ça c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à le prédire. Mais il y a certains événements qu'on peut s'adapter. Il y a deux choses. Il y a les modèles prédictifs, puis il y a aussi comment est-ce que le réseau se prépare à réagir. Donc, le réseau, actuellement, il est très fiable. On a toujours des sources de production qui sont, qu'on appelle en réserve, qui sont en permanence prêtes à déclencher, à se mettre à produire. Si, par exemple, on a une ligne de transport qui coupe, s'il y a une panne à un transformateur à tel ou tel endroit. Donc, il y a deux choses. Il y a avoir une prédiction la plus fiable possible. Puis, il y a aussi notre réseau de production, de transport qui est quand même prêt à... On n'est pas toujours dans une situation... on n'est jamais dans une situation où est-ce qu'on est pris puis on n'a pas de solution de rechange si jamais il y a un contexte qui change dans le réseau. Là. Donc, on appelle ça la réserve. Donc, c'est pour s'assurer d'avoir justement un bon niveau de fiabilité. Là. Il y a peut-être aussi, peut-être que je vais parler aussi d'un projet qu'on a exécuté. C'était avec la STM, c'était la prévision de l'achalandage dans les métros, mais ça a été pendant la COVID qu'on a fait ça. Puis on s'entend que l'achalandage dans les métros, ça fait ça. Là. Dès qu'il y avait des annonces de François Legault, ça changeait de jour en jour. Donc on a vécu ça et en fait, il faut que tu bâtisses, quand tu développes une approche, il faut que tu développes une approche pour ces cas-là. Donc, il faut que tu dises, puis dans certains cas, c'est un petit peu moins pire. Donc, dans des cas où c'est très standard, où c'est très... dans le fond, c'est pas aussi demandant ou c'est un petit peu moins variable. Donc, ça, c'est moins pire. Mais dans des cas, c'est très variable, comme dans le cas, justement, d'Hydro-Québec ou dans le cas de la Société de transport de Montréal, c'est très variable. Donc, il faut se préparer à ce que, peu importe ce qui va arriver, parce qu'il y aura d'autres problèmes, pas nécessairement d'autres pandémies, on l'espère, on touche du bois, mais que ça soit des catastrophes naturelles, que ça soit juste des changements de population. Donc, il faut que tu bâtisses une solution qui va tout le temps s'adapter. Donc, réentraîner très fréquemment, adaptable, que ça soit aussi au niveau de la prévision, d'être capable de dire, la prévision, elle n'a pas de sens. Donc, d'être capable de développer un mécanisme qui va être capable de bloquer puis de dire, regarde, dans ce cas-ci, je préfère ne pas retourner de prédiction que de retourner une prédiction qui est erronée. Et après ça, de dire, bon, comment on fait pour gérer ça? Une question, vous pouvez vous lever, vous mettre... Allez, parlez au micro, oui, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, je montre tout. Bonjour. Juste pour faire suite à ce que vous avez dit ici, est-ce que vous ne voyez pas l'intérêt d'avoir, par exemple, un online training? Comme ça, à chaque fois que la donnée arrive, on invoque l'entraînement de notre modèle. Parce que là, avec ça, on peut contrôler un petit peu les événements qui arrivent comme ça soudainement. C'est une bonne question. Au niveau du online training, c'est du cas par cas. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est pas bon. Des fois, on va se retrouver on va tomber dans une phase on va parler de surapprentissage.
Donc, le surapprentissage est un risque quand tu fais du online training. Donc, c'est vraiment de voir pour la situation donnée, c'est quoi qui est l'idéal, mais ça fait partie des solutions. Que ce soit du active learning, du online learning, que ce soit du reinforcement learning, que ce soit simplement des stratégies où tu réentraînes fréquemment ton modèle, peuvent aussi être très efficaces. Ça dépend de la problématique, mais par contre, c'est un requis. Donc, s'assurer qu'on a un mécanisme en place qui va faire que la solution va s'adapter à travers le temps. Exact. Parfait. Merci. Je voulais juste ajouter quelque chose ici par rapport au modèle de l'intelligence artificielle qui n'a pas un modèle qui donne des résultats exacts 100%. Ça c'est presque impossible. Et c'est pour ça qu'on accepte les incertitudes. Et c'est l'incertitude qui vient soit du modèle lui-même, soit qui vient des données entrées, des inputs qu'on a utilisés, soit les données météorologiques, ou par exemple l'événement comme Covid, ou l'inflation des prix, etc. Et ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est rendre le modèle plus adaptatif possible pour qu'il s'adapte avec ce genre d'imprévision. Puis, heureusement, c'est ça, parce que si on développe un modèle exact, on tombe amoureux de ce modèle et puis on ne développe pas d'autre chose. Il n'y aura pas de modèle évolutif. Mais on essaie vraiment de les rendre explicatifs, adaptatifs, pour expliquer plus ou moins et capter plus ou moins la vérité. C'est ça, en fait. Mais pour trouver un modèle qui va te prédire la réalité d'ici ce qui passe d'ici 24 heures ou 48 heures à 100%, ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'on accepte toujours l'incertitude. Conclusion. Avec l'arrivée des micro-réseaux, les parcs de véhicules électriques, ça ne devient pas que des batteries à charger, mais également des sources d'énergie, avec les panneaux solaires et éoliennes qui peuvent constituer des micro-réseaux qui vont devenir de plus en plus intéressants, soit pour des entreprises, des villages, des régions éloignées. Est-ce que vous croyez que à l'étape actuelle du développement de l'intelligence artificielle, on peut assurer la stabilité du réseau avec le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ou si vous croyez que ça va prendre un certain nombre d'années pour arriver avec des structures ou des méthodes qui assurent la stabilité. C'est beau d'avoir une prédiction, mais quand cette prédiction est injectée dans la décision, ça peut créer une instabilité assez catastrophique. Donc, croyez-vous que l'intelligence artificielle est suffisamment avancée pour assurer la stabilité? Ou est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'assurer, cette stabilité? Est-ce que la question... Peut-être, il y a encore beaucoup de recherches là-dessus parce que les ressources énergétiques d'un micro-réseau sont limitées. Donc, il faut vraiment faire une bonne job pour le design de la batterie, des accumulateurs. Deuxièmement, généralement, il y a un lien au réseau qui peut être sectionné ou remis en marche. Donc, il y a une certaine flexibilité à décrocher du réseau, disons, là, s'il commence à y avoir un problème. Parce que le réseau, lui, est très rigide. Là, il y a sa fréquence, il y a sa tension. Puis, par contre, les micro-réseaux sont de plus en plus complètement électroniques. Donc, il n'y a plus vraiment... Il n'y aura pas nécessairement de génératrice tournante qui assure une inertie sur ce micro-réseau-là. Il y a beaucoup de recherches présentement là, qui se fait pour... Et c'est assez facile à stabiliser ce genre de réseau-là, en autant qu'il y ait assez d'énergie pour fournir la demande. Yeah. So like microgrid is a great example of where AI and simulation we can do, and a lot of time today we are using like the classical simulation to simulate some of these scenarios, but they're getting more complicated, and we do require more data and better simulation. And then you can better dimension and plan for how this microgrid will behave. When do you need to disconnect it from the actual grid, and how it will be when it's in island mode, how it's going to behave with the battery, when an energy storage system should kick in versus the other energy resources. So this is a great place where AI is definitely going to be driving some of the decision making in the future. And I think today we're starting to use it a bit into more the planification part and some of the secondary services, but there's a lot of growth that can be done in this area. Mais pour aider aussi, pour compléter un peu la question, effectivement, puis pour reprendre ce que Benoît a mentionné, oui, définitivement, l'intelligence artificielle va devoir évoluer en termes, entre autres, d'explicabilité, de robustesse.
Puis, comme j'ai mentionné en début de rencontre, se combiner à des outils qu'on utilise déjà, entre autres de la recherche opérationnelle pour faire le fameux, ce qu'on appelle, nous, le unit commitment, donc s'assurer qu'en tout temps, on a la production qui est égale à la demande. Puis dans un contexte où il va y avoir un réseau beaucoup plus complexe, beaucoup plus multidirectionnel, beaucoup plus de variabilité dans les sources de production, effectivement, on a des très beaux défis devant nous, là. Donc, c'est des opportunités. On va pouvoir créer un peu des centrales négatives, finalement, à travers des regroupements de personnes, comme excuse-moi, j'ai oublié ton nom, comme Odile l'a mentionné tantôt. Par contre, c'est ça, on a plein de leviers, plein d'outils à développer, puis il va falloir les orchestrer correctement là, pour s'assurer d'en tirer les principaux bénéfices, puis éviter certains risques qu'on peut entrevoir à l'horizon. Hein. Bien, mais nous arrivons donc au terme de cette table ronde. Nous allons maintenant, il ne faut pas se fier à cette ampoule, l'intelligence fonctionne, mais pas les piles. C'est pas Hydro-Québec qui assure. Donc, on va mettre un terme à cette table ronde. Je vous demanderai d'applaudir nos invités qui ont débattu très librement et de façon passionnante. Et donc, je voudrais remercier d'abord Hydro-Québec, donc, qui a permis à cette table ronde d'exister et d'apporter donc cette vision industrielle, j'allais dire, très productive des choses, mettre un peu l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Et puis, bien sûr, remercier la ville de Montréal, l'Université de Montréal qui nous accueille, l'administration du Québec qui nous aide aussi à réaliser et à construire ce congrès Time World qui continue maintenant avec une conférence dans quelques instants. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et bravo à nos intervenants.